Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Marie-Pierre Berthelet et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Je suis bien heureuse d'être accompagnée par une très belle équipe de chroniqueurs et chroniqueuses. Pour débuter l'émission, Clément Broche termine sa série de chroniques consacrée au grand festival africain des années 60 et 70. Bonjour Clément. Bonjour Marie-Pierre. Il et elle sont présentement à l'extérieur du studio et nous rejoindront plus tard dans l'émission, soit Robert Barcan, qui abordera pour sa deuxième chronique une grande figure du siècle des Lumières russes, et nous clôturerons l'émission avec Chloé Poitras-Raymond, qui traitera de la musique classique comme un outil politique et idéologique sous le règne nazi. De plus, je suis accompagnée aujourd'hui à la régie par Charles. Bonjour Charles. Bonjour Marie-Pierre. Donc, pour commencer l'émission, Clément, tu nous parles du Festival mondial des arts noirs à Lagos en 1977, qui fut un immense succès, mais qui semble aussi camoufler des troubles au Nigeria, n'est-ce pas? Exactement, Marie-Pierre. Alors, tout d'abord, merci d'avoir introduit un petit peu cette chronique aux auditeurs. Pour les plus fidèles d'entre eux, vous le savez, c'est la dernière d'une série de 4 chroniques donc, qui étaient consacrées au grand festival africain qui se sont tenus dans les années 1960 et 1970. Et donc celle-ci vient faire le lien avec la première de cette série qui était consacrée au premier festival mondial des arts noirs de Dakar en 1966. Puisque nous allons ici parler de la deuxième édition de ce festival qui s'est donc tenu à Lagos du 15 janvier au 12 février 1977. Comme pour les précédents événements que j'ai donc déjà présentés, avec Lagos 77, il s'agit une fois de plus d'organiser une grande rencontre panafricaine d'envergure internationale. Et dès la fin en fait du festival de Dakar en 1966, la décision est prise d'organiser une deuxième édition au festival, cette fois-ci qui se déroulerait au Nigeria, et initialement prévue pour 1970. Donc il y a un grand écart de 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, on a un écart de 7 ans, en fait, c'est la situation politique du pays qui va obliger le report d'ailleurs à plusieurs reprises de l'événement et en effet, il va donc falloir attendre 1977 pour que celui-ci puisse enfin se tenir. Et donc si Dakar se déroule en 66, l'année suivante, en fait, dès 1967, le Nigeria plonge dans la guerre civile, en fait, sur fond de querelles ethniques et d'intérêts financiers liés à la manne des pétrodollars. Le pays va s'enfoncer dans la guerre civile à travers, en fait, le Biafra, qui est une région située au sud-est du pays et qui va faire sécession. Et il va falloir attendre 3 ans de conflit et 1 million de morts, dont, en fait, de nombreux civils qui vont décéder des suites d'une terrible famine. Pour que cessent enfin les hostilités avec la fuite et l'exil des leaders du mouvement indépendantiste du Biafra. La paix est rétablie, les préparatifs du festival débutent en octobre 1972 et on prévoit de le tenir en novembre 1974, mais en fait la situation est toujours instable et ça va obliger une nouvelle fois une annulation et un report. Et donc en 1975, on va avoir en fait 2 coups d'État, même 3 coups d'État puisqu'on en a un qui va être un échec, qui va être avorté, qui vont se dérouler coup sur coup. En fait, on va avoir vraiment un général qui en chasse un autre. Donc c'est ça. Et la junte qui va finalement parvenir à s'établir à l'issue de ces 3 coups d'État va ramener une fois de plus une paix somme toute assez relative dans le pays, mais va décider finalement bel et bien la tenue, l'organisation et la tenue du festival qui va enfin pouvoir se dérouler donc au début de l'année 1977. Est-ce que c'est de type encore dictatorial à ce moment-là, le gouvernement, ou c'est un peu plus démocratique pour justement permettre à la culture de prendre plus de place? C'est absolument pas démocratique puisqu'on a véritablement une junte militaire autoritaire au pouvoir qui, quand elle s'installe en 75, annonce une future démocratisation du pays pour 77 justement, avec la tenue d'élections supposément libres, mais on va renoncer rapidement à tout ça. Donc des belles promesses. Vraiment, ouais, c'est ça. On est vraiment face à une supposée ouverture démocratique de façade là. Concernant le festival, en fait le nom a changé du festival puisque de deuxième festival mondial des arts noirs on passe à deuxième festival mondial noir et africain des arts et de la culture, et à travers cet élargissement sémantique on peut inclure en fait l'Afrique du Nord
aux festivités, puisqu'on se rappelle qu'en fait cette question de la non-participation des pays du Maghreb en 1966 avait conduit à de nombreuses critiques à l'encontre du Festival de Dakar et avait d'ailleurs eu pour réponse l'organisation du Festival panafricain à Alger en 1969 qui a fait également l'objet d'une chronique. Et avec ce nouvel intitulé, on peut également élargir la mission du festival qui désormais n'a plus pour seule mission de mettre en avant les arts noirs et africains, mais bien de promouvoir ces différentes cultures dans leur intégralité. Okay. Donc une mission beaucoup plus large en fait. Une mission beaucoup plus large et plus englobante aussi dans une perspective vraiment panafricaniste, cette fois qui vient inclure l'Afrique du Nord. Durant les années 1970, le Nigeria devient le 8e producteur mondial de pétrole. Et c'est cette manne financière qui va être utilisée pour construire de grandes infrastructures capables d'accueillir le festival. À l'image d'un village olympique, on va construire un quartier qu'on appelle Festac Town. Festac qui est en fait l'acronyme pour le nom du festival en anglais. Festac Town qui va être capable de loger environ 20 000 membres des délégations étrangères qui doivent se rendre à Lagos pour participer au festival. Et pendant le mois donc justement du festival, le village, ça va être le véritable lieu d'effervescence de l'événement puisque c'est là où vont se rencontrer et échanger tous les différents participants des délégations venues des 4 coins du monde. Est-ce qu'il existe encore ce quartier? Ce quartier existe toujours et en fait, il va être utilisé pendant le mois du festival et va être ensuite immédiatement rendu à la population de Lagos, en fait, va servir à loger des habitants de la ville. En fait, dans le projet de construction du quartier, il y a déjà dans l'optique de... rendre ça résidentiel. C'est ça, de répondre à une certaine pénurie de logements au sein de la ville à l'époque. Donc, dès la fin du festival, ça va devenir un quartier que les habitants de Lagos vont s'approprier. On a également le National Arts Theatre qui comprend donc une salle de spectacle de 5000 places, une salle de conférence de 1600 places ainsi que 2 salles de projection qui va être construit pour l'occasion. Et c'est donc le 15 janvier 1977 que débute finalement le 2e Festival mondial noir et africain des arts et de la culture. Jusqu'au 12 février, soit donc pendant près d'1 mois, ce sont 15 000 participants représentant 56 pays et quelques 200 000 spectateurs qui prennent part aux festivités, faisant ainsi de Lagos 77 le plus grand événement international panafricaniste du XXe siècle. Alors, on l'avait vu dans les précédentes chroniques, mais les 3 précédents festivals que j'ai présentés ont tous été des succès, mais là, en termes de fréquentation... De popularité. C'est ça, on est vraiment... on a face... excusez-moi. On fait face. C'est ça. On fait face à la plus grande affluence pour nos 4 festivals. Wow. Du côté des artistes présents et notamment de la délégation américaine, on peut noter la participation de grands artistes avec, je pense, en premier lieu Stevie Wonder qui est présent. On a également le trompettiste de jazz Donald Byrd, extrêmement populaire également, ainsi que le jazzman inventeur du concept d'afrofuturisme, Sun Ra, accompagné de son célèbre groupe l'Orchestra. Afrofuturisme, c'est quoi ça? L'afrofuturisme, Sun Ra s'est approprié les codes de la science-fiction rétro, ça paraît très rétro aujourd'hui, mais de la science-fiction de l'époque pour les africaniser. Puis donc c'est des costumes de scène futuristes. Sun Ra est quelqu'un qui a prêché pendant longtemps la fin du monde. C'est plutôt expérimental comme ça. C'était très expérimental, c'était un véritable personnage et en fait le concert qu'il va donner pendant le festival va être un vrai flop puisqu'il va réussir en fait à vider la salle des 5000 spectateurs présents pour sa performance parce qu'en fait justement on a un public, on l'a vu à chaque fois, qui est mélangé à hauteur de environ 50-50 dans tous nos festivals. Puis là, il se trouve que le public africain n'a pas été réceptif à la musique de Sun Ra. Il s'attendait à quelque chose sur lequel on allait pouvoir danser. Puis c'est pas vraiment le cas parce que c'est très expérimental ce qu'il fait et donc tout au long du concert la foule a quitté peu à peu la prestation. D'autres artistes tels que le Brésilien Gilberto Gil, les Mighty Sparrow de Trinidad ou encore le groupe de fusion britannique Osibisa vont prendre part aux festivités. Côté africain, on retrouve donc la chanteuse sud-africaine exilée Myriam Makeba ainsi que le Congolais Franco, tous deux déjà présents au festival de Kinshasa en 1974 et dont on a parlé il y a 2 semaines. Présent également le chanteur nigérian King Sunny Ade qui compose pour l'occasion un morceau intitulé Festac 77 Welcome to Nigeria.
De même que l'orchestre béninois Polyrhythmo de Cotonou qui signe le titre Spécial Festac. Ces morceaux-là, ils ont fait l'objet d'une parution sur disque, donc c'est des choses pour les amateurs, c'est des choses qu'on trouve sur disque vinyle en 33 tours. Voilà. En parallèle, on va avoir aussi pas moins donc, de 15 grandes expositions qui vont être présentées au public durant le mois que dure le festival. Parmi les thématiques abordées, on trouve par exemple l'Afrique et l'origine de l'homme, art domestique et traditionnel ou encore contribution des Noirs à la science et à la technologie. Intéressant. Comme à Dakar en 1966, on va également avoir une controverse autour de la restitution d'œuvres d'art pillées par les anciennes puissances coloniales. Et en fait, on a choisi comme emblème du festival une réplique du masque pendentif du Bénin, en fait une œuvre volée par les Britanniques en 1887. Et qui, donc, en fait, à l'issue du festival, va finalement être restituée par les Anglais. Mais la controverse, est-ce que c'était parce que les gens ne voulaient pas avoir cette œuvre-là ou c'est justement pour forcer la main en tant que telle pour avoir les pièces volées? C'est que dans le cadre de ces expositions, en fait, on va avoir des différentes institutions internationales qui vont partager des pièces de leur collection. Et on a, je pense de manière assez légitime, des États africains qui vont réclamer le retour de ces pièces, puisque une fois en terre africaine, vont dire, les Britanniques, vous êtes bien gentils, mais ça serait sympa de nous la restituer, parce que ça fait maintenant près d'un siècle qu'elle est chez vous. Donc c'est un succès là, dans ce cadre-là, puis ça l'avait été déjà à Dakar en 66, où on avait eu également, à l'issue du festival, certaines restitutions d'œuvres d'art. Danse, théâtre, littérature et philosophie sont également représentés à Lagos et un grand colloque est organisé en parallèle des festivités auxquelles 700 spécialistes prennent part autour de questions comme la civilisation noire et la religion, la civilisation et la politique ou encore la civilisation noire et les médias de masse. Petite question, tu me disais tantôt que le nom a été changé pour ajouter noir et africain, mais là on parle de civilisation noire, est-ce que c'est parce qu'on exclut dans le fond le nord de l'Afrique? Alors ta question est tout à fait pertinente, Marie-Pierre, puisque on avait effectivement cette volonté panafricaniste d'inclure la globalité du continent, y compris l'Afrique du Nord. Or, il se trouve que toutes les thématiques du colloque tournent autour de l'idée première de civilisation noire. Alors, j'ai pas la réponse à cette question. Maintenant, ça serait intéressant d'aller lire les actes du colloque, en fait, qui ont été publiés. Mais ta question est tout à fait légitime. Donc si le festival, on vient de le voir, si le festival de Lagos va être un véritable succès, il y a néanmoins, on note une grande absence en la personne du chanteur et saxophoniste nigérian Fela Kuti. Fela, en fait, c'est une star dans son pays et il refuse de participer au festival. En fait, il dénonce une mascarade organisée par un gouvernement autoritaire pour redorer son image sur la scène internationale. Et donc, l'artiste possède, lui, son propre club à Lagos, qui s'appelle le Shrine, dans lequel il donne des concerts, en fait, tous les soirs, et qui prennent des allures de véritables meetings politiques. Et donc, Fela, en 77, bénéficie déjà, malgré tout, d'une certaine notoriété et d'une reconnaissance internationale. Et au fil des jours, en fait, la presse étrangère présente sur place pour couvrir le festival s'intéresse de plus en plus à l'artiste. Après avoir assisté à des concerts au Shrine, des journalistes commencent à se faire le relais de son message politique. Et tous les soirs, sur la scène de son club, Fela joue l'un de ses nouveaux morceaux intitulé Zombie, qui va devenir en fait le symbole de la contestation du régime. Et je vous propose qu'on en écoute un court extrait, si vous le voulez bien. Charles, c'est à toi. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie no go unless you tell him to go. Zombie, zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie no go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie no go unless you tell him to go. Zombie, zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie no go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Tell him to go straight. La joro, jara joro. No break, no jam, no sense. C'est très entertainant comme musique, ça. C'est de l'afrobeat, en fait, une musique que va inventer Fela. Puis on aura l'occasion d'y revenir dans quelques semaines. Je vais vous dire ça dans quelques instants. Dans sa chanson, en fait, Fela dénonce les militaires qui comparent en fait à des zombies qui suivent les ordres des dirigeants
corrompus en fait par les pétrodollars, les dirigeants nigérians. Et le morceau, en fait, ne tarde pas à lui valoir des problèmes puisque 6 jours après la fin du festival, donc les festivaliers sont tous rentrés chez eux, la presse internationale n'est plus présente à Lagos. Donc le 18 février, les autorités, en fait, vont lancer une opération de police contre l'artiste au sein de sa résidence de Kalakuta, qui est une maison entourée d'une sorte de quartier où se trouvent Fela, ses proches, sa famille, ses amis. On a 1 millier de militaires qui vont prendre d'assaut les lieux. Tabarnouche. Et parmi les personnes arrêtées, en fait, certaines vont être torturées. On a des musiciens et des amis de l'artiste donc qui vont avoir leur partie génitale broyée, des compagnes du chanteur qui vont être violées, et la mère de Fela de 77 ans, âgée de 77 ans, qui va être défenestrée et décédée quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Ok, c'est violent comme message. C'est extrêmement violent. Fela va être emprisonné, puis en fait, à sa sortie de prison, il va pas en rester là puisqu'il va répondre par le biais d'autres morceaux, et donc ça, on aura l'occasion de l'aborder dans 2 semaines, puisque je vais donc consacrer une chronique à cet artiste, en fait, qui est tout à la fois artiste, mais aussi militant, et qui, malgré son immense succès international, va passer une grande partie de sa vie dans les geôles nigérianes. En conclusion, si comme nous venons de le voir, le 2e festival mondial des arts noirs de Lagos en 1977 a été la plus grande réussite de ces rencontres panafricanistes internationales que je vous ai présentées donc dans le cadre de ma série de chroniques, il faut néanmoins pas négliger l'aspect politique de ces événements, puisque, comme nous l'avons vu, derrière les façades festives se cachent systématiquement des réalités et des problématiques bien plus complexes. Eh bien, merci beaucoup Clément, c'était très intéressant. Donc, si vous souhaitez réécouter la série de Clément sur les festivals africains, je vous renvoie entre autres à sa première chronique du 26 février 2021 qui portait sur le Festival de Dakar en 1966. Charles, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause? On écoute Morning Light du groupe Nubian Twist. There's a warning, so listen. I don't bring it back when I'm distant. I've been
de retour à Histoire de passer le temps. On poursuit l'émission avec une chronique de Robert Barcan qui vient nous parler d'Abraham Hannibal qui a su monter les échelons sociaux et politiques dans l'Empire russe au 18e siècle. Oui, en effet, et surtout c'est très rare aussi pour un Noir à cette époque-là de monter les échelons russes. Fait que là, on va voir un petit peu c'est quoi son histoire. Juste avant ça, je pense que c'est important pour l'éditoire qui nous écoute de faire un petit peu un contexte d'introduction là. Alors notre histoire ça se passe durant le siècle des Lumières russes. Alors c'est très particulier, c'est une histoire du période du 18e siècle dans laquelle le gouvernement russe dans le fond il va vraiment accentuer le développement des arts et des sciences pour avoir des conséquences sur la culture russe et ça sur le long terme. Alors il prévoit ça juste pour être au même niveau que les puissances européennes de l'époque. On va par exemple fonder la première université russe. Dans cette période-là, on va fonder des musées, on va fonder des bibliothèques publiques, etc. Une presse aussi quasi indépendante. Pourquoi quasi? Ben parce que des fois le gouvernement russe, il a un petit peu de censure. Là. C'est sûr qu'on va pas laisser faire ça là. Alors un petit peu de censure. Alors il y a aussi des idées qui circulent, par exemple moderniser la Russie et aussi d'abolir même le servage qui est donc le servage c'est quand un paysan est rattaché à sa terre. Alors d'abolir un petit peu ça. Il y a deux figures politiques qui vont être très importantes durant cette époque-là, c'est Pierre le Grand et Catherine la Grande, Catherine II. Et là, Pierre le Grand, il va jouer un rôle extrêmement important dans la vie de notre cher Abraham. Alors, Abraham, ses origines, c'est encore débattu de nos jours, mais la majorité des historiens s'accordent pour dire que il est né en Éthiopie en 1196. Certains disent non au Cameroun, etc. Mais on peut quand même affirmer qu'il est né sur le continent africain. Ouais, mais c'est large un peu quand même. Oui, c'est large, mais entre Éthiopie et Cameroun, on va dire. Aussi, la majorité des historiens s'accordent pour dire que Abraham Hannibal, il vient d'une famille soit de petite noblesse ou d'un seigneur de guerre. Alors, comme une position un petit peu élevée de manière hiérarchique. Et à cette époque-là, c'est une région qui est sous l'influence de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, qu'est-ce qu'il fait pour avoir et pour asseoir son contrôle sur les populations subjuguées? Il prend en otage les enfants, les fils ou les filles des nobles, il les amène à Constantinople. Est-ce qu'on connaît la religion de Hannibal à ce moment-là? Non, la religion, j'ai pas fait des recherches sur cela, fait que je connais pas sa religion, mais on va voir qu'après, en Russie, il va être baptisé orthodoxe. Okay. Fait que alors, ça va être sa seule religion, là. Connue. Ouais, c'est ça. Okay. Alors, c'est comme ça que le sultan ottoman à l'époque, qui est Mehmed II, ou son nom qui est Ahmed III, il envoie chercher Hannibal et sa sœur pour les amener à Constantinople. Alors, sa sœur fait le voyage, mais elle meurt durant le voyage. Alors, c'est juste Abraham qui arrive à Constantinople. Il arrive vers l'âge de 7 ans, soit en 1703. C'est jeune. C'est ça, c'est très jeune. Et là, il va un petit peu apprendre la vie de palais, les coutumes, un petit peu la culture aussi. Mais ça va pas être, il va pas être traité comme esclave, il va vraiment se déplacer librement dans le palais. C'est un esclave de haute classe. C'est ça, avec un otage de haute classe. Ok, aussi. un otage. Et quand il est otage, là, il passe 1 an là. Et après, en 1604, alors c'est l'ambassadeur russe qui vient le rejoindre, qui vient en Constantinople. Il parle avec le sultan au pouvoir à l'époque, et c'est comme ça que l'ambassadeur prend Hannibal et l'amène en Russie. Non, par prendre, tu veux dire achète? Oui, achète, ou il négocie avec le sultan. Des négociations, ça se fait à cette époque-là aussi. Et là, quand il arrive en Russie, mais l'ambassadeur russe, il agit selon les dires de plusieurs de ses supérieurs. Un de ces supérieurs-là, c'est nul autre que Piotr Andreevitch Tolstoï, ce qui est l'arrière-grand-père du célèbre écrivain Léon Tolstoï, celui qui a écrit Guerre et paix. Oui. Je vous recommande de le lire. Le deuxième personnalité importante, c'est Pierre le Grand. Pierre le Grand qui est souverain à l'époque. Et lui, c'est lui qui veut principalement amener Hannibal en Russie. Pourquoi? Pour démontrer que lui aussi peut être comme un souverain éclairé. Il veut dire que
par un but purement éducatif que peu importe la couleur de ta peau, tu peux devenir quelqu'un, et justement ça s'applique aux Noirs aussi. Alors c'est un petit peu sa vision des choses. Il veut moderniser la Russie. Je t'avoue que être surprise de cette position d'ouverture russe, oui, je comprends le côté éducatif, mais on dirait vraiment plus un acte de promotion de la modernité russe pour se comparer aux autres puissances européennes. C'est ça, je pense que c'était ça un petit peu la vision des choses pour Pierre le Grand. Okay. Et c'est sûr que ça n'a pas fait de l'unanimité, après comme on va voir là, un petit peu, ça n'a pas fait de l'unanimité en Russie. Okay. Mais là, le fait est que Abraham, il arrive en Russie, il est baptisé en 1705, fait que baptisé orthodoxe, et entre 1605 et 1717, soit 12 ans, dans ces 12 ans-là, il est alphabétisé, il apprend la culture, la coutume, le mode de vie un petit peu des Russes à l'époque. Donc une éducation. C'est ça, une éducation. Pierre le Grand, il s'occupe de tout, il le nomme même secrétaire de nuit. Je sais que ça semble très banal. En fait, secrétaire de nuit, c'est une personne qui prend en note les pensées noires ou les cauchemars quand le tsar se réveille durant la nuit. Donc lui, sa job, c'est de rester réveillé la nuit pour d'un coup que Pierre le Grand se réveille puis il y a quelque chose à y dire. Oui. Ou il dort d'un œil fermé, là, un petit peu. Là. Donc, il est pas esclave, mais pas loin. Là, non, mais pas loin, mais je pense que c'est, dans la vision des choses pour Pierre le Grand, c'était un petit peu comme acquérir des expériences pour après... C'est un psychologue on-call, pas mal. Ouais, c'est ça. C'est exact. Alors, c'est ça. En 1617, par contre, Pierre le Grand envoie Hannibal en France. Pourquoi? Pour qu'Hannibal apprenne les sciences, les arts et aussi la guerre. Hannibal, d'ailleurs, il excelle particulièrement en mathématiques. Okay. Et aussi, il apprend plusieurs langues. C'est comme ça, pour commencer sa carrière militaire un petit peu, il s'engage dans l'école de l'artillerie, d'où il ressort avec un brevet de l'ingénieur du roi en 1620. J'imagine que c'est prestigieux. C'est ça, c'est très prestigieux. Et aussi pour un noir de l'époque, c'est quand même encore plus prestigieux que les autres. Avec ce brevet-là, il s'engage dans les armées de Louis XV de France, qui se bat à cette époque-là contre Philippe V d'Espagne. Et là, il s'engage dans l'artillerie, il a des prouesses militaires extraordinaires, d'où le surnom de Hannibal. C'est justement à cette période-là, qu'on donne le surnom d'Hannibal, en l'honneur du célèbre général carthaginois. Là. Mm-hmm. Alors, Abraham Hannibal, ça devient son nom. Et il ressort du grade de capitaine de cette guerre-là. Donc, il a monté les échelons. C'est ça, il a monté les échelons. Après, il dans le fond, il se lie d'amitié avec plusieurs autres personnalités comme Montesquieu, Voltaire et le duc d'Orléans. Voltaire qui va d'ailleurs l'appeler l'étoile noire des Lumières. OK. Ouais. Alors, après ça, en 1122, en fait, il revient en Russie. Et Pierre le Grand, il est très impressionné. Il le nomme comme secrétaire personnel cette fois-ci et superviseur des forteresses militaires. Ça fait quoi un secrétaire personnel? Mais en fait, il est présent à côté de Pierre le Grand. Pierre le Grand, dès qu'il se déplace à l'extérieur de la Russie, ben, il amène Hannibal avec lui. Et là, cependant, ça va pas durer, puisque 3 ans après, en 1925, Pierre le Grand meurt. Et là, les nobles russes commencent à comploter. Ils veulent pas que Hannibal devienne le tsar de Russie, là, un tsar de Russie noire. Fait que dans le fond, c'est une fausse impression d'ouverture. C'est ça, un petit peu, là, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de nobles, c'est beaucoup des intrigues de la cour, etc. Et là, ce qu'il décide, c'est d'exiler Hannibal en Sibérie en 1627. Alors, quand il est exilé là-bas, ça va pas durer longtemps, parce que 3 ans après, en 1130, c'est Élisabeth Ier qui accède au trône. Elle fait revenir Hannibal, le gracie, lui donne une position de gouverneur de Tallinn entre 1142 et 1252, qui est la capitale de l'Estonie actuelle. Dans le fond, elle s'excuse pour les mauvais traitements. C'est ça. Elle s'excuse, elle suit un petit peu la même lignée de pensée que Pierre le Grand. Là. Okay. Et aussi, elle lui donne un domaine comme un chalet là, réservé à lui-même. Okay. Et avec ça, dans le fond, il devient superviseur des forteresses, gouverneur, superviseur des ports. Il devient même général en chef de l'armée en 1159. Et finalement, il prend sa retraite en 1662. Mais même durant sa retraite, il y a plusieurs personnes qui vont venir le voir, dont
le jeune Alexandre Suvorov, qui va être un des généraux populaires qui va se battre durant les guerres napoléoniennes. Donc, son efficacité militaire et sa créativité, ingéniosité, faudrait que je dise, se répercute sur les années suivantes après. Elle est quand même reconnue par les prochaines générations. Okay. Et là, même s'il meurt en 1181, il a laissé derrière lui un héritage familial énorme. Okay. En fait, il se marie 2 fois. Sa deuxième femme, c'est Christina Regina Støyberg. En fait, elle descend de plusieurs familles nobles qui viennent de Suède ou Norvège. Avec elle, il aura 10 enfants. Quand même. C'est ça, c'est quand même beaucoup. Et 2 de ces enfants-là auront des carrières importantes. Le premier, il se nomme Joseph, ou Yosef en russe. Il aura à son tour une fille qui va s'appeler Nadiejda. Nadiejda, c'est nul autre que la mère du célèbre poète Pouchkine. OK. Et là, Joseph va même construire un domaine des Pouchkines où le poète va passer une majorité de sa vie. Pouchkine va tellement adorer Hannibal, son ancêtre, qu'en 1837, il va écrire une biographie pour lui. Donc, dans le fond, Pouchkine a techniquement des origines métisses ou noires. C'est ça, un petit peu. Et il était vraiment très fier de ça. Il voulait l'afficher en tout cas, au monde russe. Et son deuxième enfant, c'est Ivan, l'enfant d'Hannibal. Ivan, dans le fond, il commence comme stratège militaire, comme officier et finir amiral de la marine. Il va être, par exemple, essayer de gagner le cœur de Catherine la Grande et il va rivaliser avec le prince Potemkin, qui est une autre personnalité importante de l'époque. Catherine va même défendre beaucoup de fois Ivan. Alors, dans le fond, Catherine va le prendre sous son aile un petit peu. Donc, sa famille à Hannibal a su se placer les pieds dans la politique et l'armée russe, en fait. Ouais, c'est ça. Dans le fond, militaire, culturel, politique. Là. Et Ivan aussi, pour abaisser les tensions avec le prince Potemkin, il va construire la ville de Kherson, qui existe de nos jours, qui est au sud-est de l'Ukraine, qui existe toujours de nos jours. Et finalement, c'est un petit peu ça l'héritage familial que Hannibal a laissé. Tout ça pour conclure qu'Abraham Hannibal, c'est quand même une personnalité très importante pour le XVIIIe siècle en Russie, mais très méconnue même parmi la population russe actuelle. Oui, d'ailleurs, c'était ma question. Pourquoi on n'en entend pas parler s'il est aussi tentaculaire en tant que tel dans ses positions et dans ses stratèges? Mais je pense, en fait, je me suis pas vraiment penché sur la question, mais mon hypothèse de base, ce serait que peut-être avec la politique aussi, le fait que Pierre le Grand, de nos jours, là, je parle, il est mal vu, même s'il a voulu moderniser la Russie, parce qu'en même temps, en modernisant la Russie, on dit que les Slaves nationalistes disent en fait que Pierre le Grand, il voulait s'apparenter, par exemple, aux puissances occidentales. Et là, de ce même fait, enlever tout ce qui était russe, tout ce qui était slave. Traditionnel. C'est ça. Okay. Et là, on le voit mal, même de nos jours. Donc, dans cette circonstance-là, Hannibal ne serait qu'un pion politique en tant que tel pour se comparer aux grandes puissances. C'est ça. Et aussi que, dans le fond, même si c'est un Noir qui était très ami de Pierre le Grand, il y a beaucoup de fois que le nom d'Hannibal est écarté dans l'histoire, même s'il y a des liens avec Pouchkine, Suvorov, Tolstoï. Ou Montesquieu, tu as mentionné que c'était son ami, voire qu'on n'entend pas parler. Mais en fait, je pense que c'est un petit peu ça, c'est pour ça que je décide de l'aborder dans la chronique aujourd'hui. C'est quand même une personnalité importante, mais très mystérieuse aussi. Eh bien, merci beaucoup, Robert, pour cette chronique très intéressante. On a tous appris un peu plus sur une grande personnalité connue. Ben, plus ou moins connue, en fait. Donc, pour poursuivre vos réflexions sur la guerre et la politique, mais cette fois-ci à une autre époque, soit l'époque médiévale, je vous recommande la chronique d'Eliott Boulat du 1er novembre 2019. Charles, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Cheerleaders de A.G. Tracy.
my city, I'm big, I'm Grande, but my enemies come like Ariana. I spent nights from the corner with the spin thing, come straight from the sauna. Can't tell me about life, cause we live this shop, the cheerleaders like Benihana. My lifestyle's like a movie with the long clip shaped like a banana. In my city, I'm big, I'm Grande, but my enemies come like Ariana. I spent nights from the corner with the spin thing, come straight from the sauna. Can't tell me about life, cause we live this shop, the cheerleaders like Benihana. My lifestyle's like a movie with the long clip shaped like a banana. Look, my lifestyle's like a movie, but I can't tell you about acting. My armband, I'm the captain. That man got touched, it was done by faction. And I ain't screaming out action, but when it comes to the arms, bro, ski swinging his like an Anglo-Saxon. Or the ting start spinning like Jackson's, bro. Just uploaded a pic with a flagged up whip, don't need no caption. All my cars for the gang, man, Maxim. You don't wanna see my young bulls at Paxson. Cheerleaders running man down when I walk in the spot, they're surely rolling. Gang step, they're surely polling. And my flick highs Macaulay Culkin. I'll never hear the ops get played unless it's on the jolting or they're trolling. Hear my tunes on dates when they're bowling. Check my black star, get platinum golden. That's what I thought I told them. If they never heard, then I must show them. I'm patrolling and controlling, and it's stolen and it's holding. My young G got his first star ever and he jumped on the pitch like Javier scores. All he do is make pass and goals. He carved the name out from sparking poles. Told man, if you can't explain it, then you don't understand it. My respect in this thing, I command it. Take it, in this rap thing, I'm the bandit. In my city, I'm big, I'm Grande, but my enemies come like Ariana. I spent nights from the corner with the spin thing, come straight from the sauna. Can't tell me about life, cause we live this shop, the cheerleaders like Benihana. My lifestyle's like a movie with the long clip shaped like a banana. In my city, I'm big, I'm Grande, but my enemies come like Ariana. I spent nights from the corner with the spin thing, come straight from the sauna. Can't tell me about life, cause we live this shop, the cheerleaders like Benihana. My lifestyle's like a movie with the long clip shaped like a banana. 3-6 for the read, that's hands off like gang worked in the Tate or Louvre. My young boy fucked up with a piece, told him he stuck there till he makes it smooth. I stepped in with Danny and Sebs, I'm rich but I can't buy a galley protect. If we got a problem, man's gotta see me, it's seeing me or the belly instead. Jariah, half of my pain got handled, the other half's got life entangled. So I stay around arms like bangles, man said got paint in his spray like some vandals. Dragging my nuts, let him dangle, I love revenge, let me show you my angle. Our team is lit as some candles, you could get mangled. Talk on my name till we link up, you ain't had static with a millionaire. Your squad def don't look solid up front, for the finish got Killian here. Yo, free SQ, free Raleigh. Got the most bread in the party, or brought the most lead in the party. Said wallahi, but you left your doggy. Date night, used to step clean with a Barbie. Phone rings, do I still go dot that the white wins like a North London derby. Jeans and Zaggy, Carbella Robbie. More smoke than your favourite stone, our gang got six at the Beatles band. Transactions are cash in hand, I was paying for clips like OnlyFans. In my city, I'm big, I'm Grande, but my enemies come like Ariana. I spent nights from the corner with the spin thing, come straight from the sauna. Can't tell me about life, cause we live this shop, the cheerleaders like Benihana. My lifestyle's like a movie with the long clip shaped like a banana. In my city, I'm big, I'm Grande, but my enemies come like Ariana. I spent nights from the corner with the spin thing, come straight from the sauna. Can't tell me about life, cause we live this shop, the cheerleaders like Benihana. My lifestyle's like a movie with the long clip shaped like a banana. On est toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On termine l'émission avec une habituée de l'émission, Chloé Poitras-Raymond, excuse-moi, je m'en ai encore mixé ton nom, je suis désolée, Pas de problème. Qui nous parle de l'instrumentalisation de la musique classique sous le Troisième Reich. Ben oui, je viens vous parler de contrôle musical, dans le fond de tout ce qui est contrôle de tout ce qui est composé, tout ce qui est joué, par qui c'est joué également, sous le régime nazi. Donc évidemment, tout n'était pas permis, évidemment, parce qu'on parle de la période nazie. On parle avant la guerre ou pendant la guerre? Je parlais surtout, en fait, du début. En fait, c'est assez théorique, en fait, ce que je viens de vous présenter. Là, dès 1933, en fait, on va mettre en place ce qu'on va appeler la Reichsmusikkammer, qui va être en place là, jusqu'à la fin de la guerre. Et en fait, je viens surtout vous présenter les objectifs de cette chambre de la musique allemande-là. Donc, ce que je vous présente, là, ça s'applique à toute la guerre, à toute la période là, de 1933 jusqu'à 1945. Mais c'est assez théorique, là, donc plutôt au niveau des débuts là, qu'on va regarder. Donc, comme je vous dis, en fait, c'est mis en place en 1933, donc vraiment tout juste après l'entrée au pouvoir du régime. Ça va être la Reichsmusikkammer, donc la chambre de la musique du Reich. Ça va être sous la tutelle du ministère à l'éducation et à la propagande. Donc, ce ministère-là là, qui est sous la tutelle de Goebbels, on connaît bien. Et c'est
la Chambre en tant que telle, elle, va être sous la présidence de Richard Strauss, qui est un compositeur allemand très connu à l'époque, connu entre autres pour ses opéras, le Salomé, Electra. Et Wilhelm Furtwängler va être le vice-président. Si son nom vous dit un peu moins... en effet, ça me dit un peu moins cloche. En fait, c'est un chef d'orchestre. Ah, OK. Chef d'orchestre très connu. C'est le chef d'orchestre préféré de Hitler également à l'époque. Bien sûr. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis 2 big shots à la tête de la Chambre de la musique du Reich, ce qui était plus ou moins un bon choix, là, parce qu'en fait, Richard Strauss va être renvoyé en 1935 et Furtwängler va démissionner en 1934. Donc, visiblement, il aurait peut-être dû mettre des gens plus proches du parti parce que eux, ça leur tentait pas vraiment de suivre la politique du parti. La politique du parti, du moins en matière musicale. Je pense que ce sont deux individus qui sont intéressants, peut-être à faire une prochaine chronique sur eux, particulièrement Furtwängler, que j'ai découvert en faisant mes recherches. Là, je vais définitivement revenir vous en parler. Génial. Incroyable personne. Plein de choses à dire sur cette personne. Mais voilà, donc la Reichsmusikanlehre, c'est assez contrôlant, en fait. Donc, le premier objectif qu'on a, c'est de promouvoir la bonne musique allemande. Je vais mettre des guillemets autour de la bonne musique allemande. Explique-moi ce que tu appelles par bonne. Donc, la musique allemande, évidemment, est très, très connue en termes de musique classique. Donc, on pense à Wagner, Brahms, Beethoven, Bach. C'est tous des gens, ceux que je vous ai nommés, qu'on a envie de faire jouer sous les régimes nazis parce que ce sont de bons compositeurs allemands ariens qui ont fait de la belle musique, donc qui... représente bien l'Allemagne à ce moment-là. Mais on va aller plus loin parce qu'on va essayer de faire en sorte qu'il exalte les valeurs et la culture allemande à travers cette musique-là. Il y en a que ça se fait bien. Si on pense par exemple à Wagner qui, lui, au 19e siècle, avait pour objectif d'écrire le plus grand opéra allemand. Lui, il mélangeait vraiment nationalisme et musique. Donc, réinterpréter du Wagner pour que ça fonctionne dans la grandeur de l'Allemagne, c'était pas un défi. C'est pas si difficile que ça. Mais avec des artistes, mettons, comme Mozart qui, lui, premièrement, est autrichien, là, mais en tout cas, il a été un peu allemandisé. Je sais pas si ça se dit comme mot, là, mais... Même Hitler. C'est ça, il a été un peu raccroché au niveau allemand, là. Mais Mozart a plutôt une vision de la musique qui est cosmopolite, donc universel. International. Exactement. Donc, il compose pour que ça soit accessible à tout le monde. C'est pas pour exalter la grandeur de l'Autriche ou de l'Allemagne. Donc là, on va vraiment les porter des intentions à des musiciens ici et là. Et ça va être l'exemple, par exemple, de Beethoven. Beethoven qui va être l'un des compositeurs favoris de Hitler avec Wagner et Mozart. Et Beethoven, il compose au début du 19e. Il y a déjà une petite tendance... pas identitaire, mais déjà nationaliste un peu. Un peu, mais c'est comme léger. C'est pas au niveau, par exemple, de Wagner qui va aller chercher dans le folklore allemand pour faire ses opéras. Il est pas là-dedans, mais il va écrire des paroles qui sont un peu politiques. Il y a des paroles. Oui, dans certaines de ses chansons, il va y avoir des compositions, il va y avoir des paroles. Par exemple, sa symphonie numéro 9, qui est assez connue. Et elle va être surjouée. Donc, pendant le régime nazi, on passe, c'est joué dans les rallyes, c'est joué aux Olympiques, c'est joué à l'anniversaire d'Hitler, c'est joué dans les films de propagande. Partout. C'est joué partout. Partout. C'est un peu le Hotel California de l'époque. Wow! Excellent. C'est tellement un beau parallèle. Mais j'imagine qu'on devait s'écœurer à un moment donné à force de l'entendre. Moi, je m'écœurerais pas. Mais c'est peut-être la seule chose positive là, qu'on peut avoir du régime nazi, la musique allemande qui joue tout le temps. Voilà. Mais tout ça pour dire en fait que Arnold Schering, qui est un musicologue nazi, va vraiment dire des affaires farfelues par rapport au ce que moi j'ai trouvé farfelu, peut-être que les autres trouvaient pas ça farfelu à l'époque là. Ouais, j'imagine. Mais ils vont suggérer en fait que la 5e symphonie de Beethoven, ça représente le combat d'un peuple qui est à la recherche de son Führer et qui l'a finalement trouvé. Ah oui, bien sûr. Beethoven, c'est ça, 100 ans plus tard, là, ça n'a aucun sens. C'est de la théologie. Voilà. Et donc Beethoven va être joué aux soldats. On a l'impression que ça va améliorer leur endurance avant le combat. Donc va se jouer aux enfants également pour leur présenter le nationalisme de la chose. Donc, ça va être très, très joué, ce qui est considéré comme bien. Et là, on arrive à la deuxième partie, ce qui est considéré comme mal. Donc, toute la musique interdite. Donc, on va en avoir quand même plusieurs. On va voir, par exemple, le jazz, le swing. Ça va être qualifié de musique dite, en gros guillemets, dégénérée. Wow, quelle surprise. Ce sont des musiques qui arrivent des communautés noires. Donc, évidemment, ça passe pas avec les politiques raciales des nazis. Également, avoir tout ce qui est musique qui a été composée par des dissidents politiques. On pense par exemple à Krenek, ou qui vont être dénoncés, par exemple, Paul Hindemith et Stravinsky. Apparemment, leur musique serait sexuellement suggestive. Bon, OK. On voit des signes où est-ce qu'on veut bien en voir, hein?
Oui, ben, faut voir par exemple que les ballets opéras de Stravinsky pourraient effectivement, lorsqu'on rajoute des mouvements, des paroles, c'est possible. C'est pour la musique classique, on voit beaucoup la symphonie, là, mais les Allemands ils aiment beaucoup l'opéra. C'est très populaire à l'époque, donc c'est théâtralisé en fait. Exactement, c'est très théâtral. Donc là, c'est possible d'aller voir comme plus d'interprétations ici et là. On va également avoir de la musique atonale, donc. C'est quoi? Oui, de la musique atonale. Ça peut sembler un peu surprenant, mais c'est de la musique qui les tonalités sont pas nécessairement celles à laquelle on s'attend. Et limite expérimentale. Je ne suis pas musicienne, donc non pas expérimentale, c'est quand même c'est écrit, c'est pas une improvisation non plus. Mais j'ai un extrait pour vous parce que je suis pas musicienne, donc j'ai pas le bon vocabulaire pour vous l'expliquer, mais un extrait ça vaudrait la peine si on l'a. C'est pas désagréable à écouter. C'est pas désagréable, mais ça part un peu dans toutes les directions, donc c'est pas conventionnel comme on aurait... comme on s'y attend. C'est pas classique, là, en guillemets. Et évidemment, bon, la quatrième catégorie d'art qui va être proscrit, ben, c'est évidemment l'art donc, qui a été créé par les Juifs, sans surprise. Mais là, ça inclut beaucoup de compositeurs et beaucoup de collaborations également. Donc, on parle par exemple de Meyerbeer, de Mahler et d'un très connu, Félix Mendelssohn, qui est un compositeur du 19e siècle, très connu en fait pour ses symphonies, entre autres. Et mais en fait, dès le 19e siècle, même avant en fait que le régime nazi commence à l'écorcher un peu avec en fait en l'interdisant. Ouais, c'est ça. Il avait déjà été mis à mal en fait par certaines personnes qui ont critiqué le fait qu'il était juif, entre autres Wagner. Donc Wagner, il va publier en 1850 sous un faux nom un pamphlet qui s'appelle Das Judentum in der Musik, donc le judaïsme dans la musique, dans lequel, en fait, il va aller mentionner, et là je mets des gros guillemets, que le langage juif est bizarre. De base, ça n'a pas de sens qu'il y a deux langues juives, donc le langage juif, ça fonctionne. Quand il parle de langage, il parle strictement de type mélodique ou aussi des paroles qui vont être incluses dans les... Je pense qu'il parle vraiment de la sonorité du langage, là, ce qui est un peu weird, parce qu'en fait, les Allemands sont critiqués sur la sonorité du langage. Mais en fait, ils m'ont dit que c'est insupportable, que ça permet pas d'exprimer une vraie passion, qu'ils sont pas nécessairement un vrai folk, un vrai peuple, donc à cause de ça, ils sont incapables de produire un vrai art. Donc c'est vraiment des critiques là. C'est vraiment très, très antisémite. Oui, c'est strictement idéologique. Exactement. Donc, dès 1850, il va publier ça. Et il va le republier en 1868, cette fois-ci sous son vrai nom. Et rendu en 1868, il faut comprendre, Wagner, il est rendu connu. Donc, c'est pas clair, en fait, est-ce que son pamphlet... On le saura jamais, en fait, si peut-être qu'on va chaud, là, mais si son pamphlet a été lu, nécessairement par les autorités nazies ou pas, ou c'est juste parce que son pamphlet, c'est devenu comme c'est peut-être une idéologie qui était partagée à ce moment-là. Exactement, une idéologie qui est partagée par d'autres musicologues. Tout ça pour dire que dans ce pamphlet-là, ici, il va nommer clairement Mendelssohn. Il dit sa musique est mauvaise, entre autres parce qu'il est juif. Donc c'est vraiment... il le ramasse, en bon québécois. Voilà. Donc, c'est pas une surprise, en fait, qu'il soit interdit sous le régime nazi. Par contre, en fait, il va quand même continuer d'être joué. Pourquoi? Parce que les gens l'aiment beaucoup. OK, donc il est juif, mais il est populaire, donc c'est correct. Oui, en fait, il est très, très populaire au sein du monde musical. Donc, tu sais, j'ai parlé de Strauss et de Furtwängler au début, qui étaient président et vice-président de la Chambre. Eux, ils sont à la présidence et la vice-présidente, et ils continuent de pousser pour que Mendelssohn soit joué. Éventuellement, ça va être problématique, là, ils seront plus là. Mais reste qu'il y a une appréciation. Il y a une appréciation. Mendelssohn aussi, c'est un peu un problème parce qu'il a composé de la musique pour certaines pièces de théâtre de Shakespeare. Donc, ces pièces de théâtre-là qu'elles sont jouées, elles ont la musique de Mendelssohn dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On joue plus les pièces parce que la musique de Mendelssohn est dedans. Donc, il y a un paradoxe ici de savoir si on continue. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'ailleurs, il y a un éditeur de la revue Die Musik qui s'appelle Friedrich Herzog qui va proposer, en fait, qu'on
compose une nouvelle musique pour la pièce qui s'appelle A Midnight Summer Dream. Parce qu'elle avait été écrite par un juif. Elle a été écrite par Mendelssohn. Il va approcher quelques compositeurs allemands connus de l'époque, puis va leur demander si ils sont prêts à, eux, composer une nouvelle trame sonore. 3 vont refuser, 2 vont accepter. Okay. Et pour les 2 qui ont accepté, en fait, ça n'a pas été super positif parce que au final, les théâtres vont continuer de jouer la version de Mendelssohn. OK. Donc, ça a été ni au niveau de se faire connaître, ni au niveau probablement économique, ça a été positif pour eux. Mm-hmm. Donc, ça, malgré le fait que les statuts aient été déboulonnés, malgré qu'il est interdit officiellement à partir de 1938, ça va continuer à jouer un petit peu et c'est une manière de défier aussi un peu le régime de manière subtile de faire jouer du Mendelssohn. OK. Voilà. Et si on a le temps, je vais jouer un très court extrait de la pièce qui jouait dans A Midnight Summer Dream. Bien sûr. Vraiment intéressant comme musique. Oui, mais c'est vraiment beau. Oh, oui. C'est très... Ça s'écoute bien. Ça s'écoute extrêmement bien. Donc, Wagner, moi, je suis pas d'accord avec ses critiques. C'était pas bon. Voilà. Donc, mais tout ça pour dire, en fait, que la collaboration musicale est un peu difficile. Là, on avait une collaboration entre un compositeur juif et une pièce de théâtre qui est acceptée. Bon, même Shakespeare, il n'est pas allemand, évidemment, mais il est quand même accepté en Allemagne. On a eu de ce même genre de problème-là dans tout ce qui est opéra, tout ce qui est également symphonie avec paroles, parce qu'en fait, au 19e siècle, entre autres en Allemagne, on a un gros mouvement nationaliste, évidemment. On en a déjà parlé, je crois, plein de fois. Ouais. Un peu partout. Ouais. Mais ça touche également le monde musical. Puis là, on va se mettre à mettre des paroles, des fois, dans on va faire des poèmes chantés, qu'on va appeler, par exemple, des leaders. Okay. Donc, là, on a un compositeur qui va collaborer avec des poètes, par exemple, ou des écrivains. Donc, le compositeur va être allemand, mais le poète en tant que tel peut être juif, puis c'est là que... Exactement. Donc, eux, quand ils ont composé ça au 19e siècle ensemble, dans leur tête, c'est comme, on est 2 Allemands qui chantent la grandeur de l'Allemagne ensemble. Mais là, il y en a un qui est juif, il y en a un qui l'est pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait rendu sous le régime nazi? Alors que ce sont des pièces qui sont très populaires, et qui promulguent le nationalisme, en un certain sens. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des collaborations qui sont avec Schubert, par exemple, Schumann, qui sont très populaires, qui sont acceptés par le régime nazi. C'est la même chose, par exemple, avec les opéras Tiefland d'Eugène d'Albert et de Rosenkavalier, qui est par Richard Strauss. Le librettiste est juif. Le librettiste, c'est quoi? Le librettiste, c'est celui qui va composer les paroles, en fait, dans les opéras. Donc, en fait, c'est ça, souvent, quand on parle d'opéra, on va parler du compositeur, puis Mais en fait, c'est une collaboration Il y en a qui vont écrire les paroles et la musique, mais souvent, c'est une collaboration. Okay. Et donc, dans les cas de Tiefland et de Rosenkavalier, on va laisser passer, on va les faire jouer pareil. Okay. Mais ce sera pas le cas pour toutes. Il y a des opéras qui vont être interdits parce que le librettiste est juif. Et en fait, l'un des cas qui va être je vais finir avec ça. Fait que l'un des cas qui va être problématique, c'est Mozart. Ouais. Mozart, on l'a dit, c'est Mozart. Oui, en fait. Donc, il est extrêmement populaire. On veut vraiment le réutiliser pour parler de la grandeur du Reich allemand. Même si à la base, c'est pas ça son intention quand il compose. Non, c'est ça exactement. Comme je mentionnais un peu plus tôt, Mozart est plutôt dans l'universalité pour une musique qui est accessible pour tout le monde. Et 3 de ses opéras, Così fan tutte, Don Giovanni et Les Noche di Figaro, on le voit, les titres sont en italien alors qu'il est allemand, ont été faits en collaboration avec Lorenzo da Ponte, qui était un juif italien. Okay. Donc là, on a un problème. Là, on a 3 opéras extrêmement célèbres qu'on veut jouer parce que c'est important du Mozart. On a réussi un peu à contourner la chose en jouant ces opéras-là en allemand. Okay. Ce qui était rendu une certaine mode depuis le 19e siècle. Oui, une traduction. Depuis le 19e siècle, avec toutes ces idées nationalistes-là, mais là, on jouait nos opéras en allemand. Sauf que, problème... C'est quand même écrit. C'est traduit par un autre personne juive. Donc, okay. Hermann Lévy, qui a fait la traduction pour ces opéras-là, était également juif. Donc là, on se retrouve un peu devant un beau cercle vicieux pour le parti nazi. Donc, c'était problématique pour eux autres. Donc, malheureusement, en fait... Le parti nazi, il n'y avait pas de budget, genre, pour les retraduire. En fait, c'est exactement ça qu'ils vont faire. OK. Ils vont faire une nouvelle traduction. Siegfried Anheuser va
traduire Don Giovanni et Così fan tutte, et c'est cette, malheureusement. Il traduit depuis l'italien vers l'allemand, il fait pas juste changer, paraphraser ce que l'autre avait écrit. Non, il va faire une nouvelle traduction complètement. Et ça va être cette traduction-là, malheureusement, là, pour Herman Lévy, qui va être joué dans les théâtres. Et en même, on va accuser Lévy et les Juifs en général de vouloir judaïser et s'approprier Mozart. Donc, ce qui est complètement ridicule. Mozart a collaboré avec qui ça y tentait. En effet. Donc là, techniquement, il essaie de déjudaïser. C'est ça? En fait, Mozart mon impression, il faudrait que j'en lise en plus sur Mozart, mais il a collaboré avec des Juifs, il a collaboré avec des personnes qui sont pas juives. J'ai l'impression qu'ils s'en foutaient royalement. Excusez-moi le langage à la radio. Mais donc, Mozart n'a jamais été juif, à mon avis, ou ben il l'est pas, mais jamais été orienté vers ça. C'est juste lui collaborer avec ces personnes-là, puis le talent d'abord. On va accuser Herman Lévy en ayant traduit Da Ponte puis en étant juif, d'essayer de c'est tiré par les cheveux, là. C'est vraiment, là, des histoires de régime nazi, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Chloé, pour cette excellente chronique sur la musique et le nazisme. Toujours très intéressant de voir cette combinaison. Donc, si vous appréciez, d'ailleurs, les chroniques sur le nationalisme et la musique, eh bien, je vous suggère d'écouter une autre chronique de Chloé, mais qui date du 17 janvier 2020, qui portait d'ailleurs sur ça au 19e siècle. Puis, moi, j'ai pas la date, mais je conseille aussi la chronique de Mathieu Cordeau sur Wagner. Oui, aussi. Et sur il en a fait deux. Il en a fait une sur Wagner et une sur le Der Ring, en fait, qui est une quatrilogie de 4 opéras. OK. Ça vaut la peine, en fait, d'écouter les deux. Voilà. Donc, tout ça se trouve sur choc.ca. Vous aurez juste à chercher ça dans Google ou votre logiciel de recherche. Et donc, voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Charles à la régie, nos chroniqueurs, chroniqueuses, Clément, Robert et Chloé. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, à choc.ca et sur la plupart des plateformes de balado-diffusion. Donc, bonne fin de semaine tout le monde et à vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.